Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. C'est Dr Antoine Yunge, votre coach en entrepreneuriat, recherche et conseil. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment vous pouvez réaliser la validation d'un modèle AFP aléatoire ou en anglais random model. Souvenez-vous, dans les séries à rapport avec l'analyse des données d'OpenAI, nous avons montré pas mal de modèles de régression. Nous avons montré comment vous pouvez choisir entre le modèle linéaire ou pour le modèle et le modèle AFP fixe. Nous avons montré aussi comment vous pouvez choisir entre le modèle AFP aléatoire et le modèle AFP fixe. Et nous allons vous rappeler justement comment vous pouvez choisir entre des modèles. Et aussi, après avoir montré comment vous pouvez choisir entre le modèle AFP fixe et le modèle AFP aléatoire, nous avons montré les différents tests que vous pouvez réaliser pour finalement valider le modèle AFP fixe. Dans cette vidéo, alors, je vais vous montrer les autres tests. Une fois que vous avez choisi le modèle AFP aléatoire, je vais vous montrer alors comment vous pouvez valider votre modèle pour que votre modèle soit utilisable, pour que votre modèle vous permette d'expliquer le phénomène analysé et aussi votre modèle puisse vous aider à faire des prédictions ou des prévisions. Alors, dans cette vidéo, comme on l'a toujours fait, nous travaillons sur la même base de données. La base de données concerne 32 pays de l'Afrique subsaharienne. Les variables analysées sont en rapport avec l'inflation, le taux de chômage, le taux de croissance du PIB dans ces 32 pays analysés. Les données collectées couvrent la période de 2009 à 2021 et les données ont été collectées sur le site de la Banque mondiale. Dans cette vidéo, alors, nous allons voir pas mal de points. Nous allons voir 10 points. Le premier point, je vais vous montrer comment vous pouvez réaliser l'importation des données dans le logiciel RStudio. Le deuxième point consiste à vous montrer comment vous pouvez créer une base de données de panel qui peut être reconnue par le logiciel RStudio. Le troisième point consiste à vous montrer comment vous pouvez réaliser des analyses statistiques, puisque avant de présenter les résultats de vos analyses, des fois, on a besoin de présenter des analyses statistiques telles que la moyenne, telles que la médiane, telles que l'analyse de la variance, telles que l'analyse de l'écart type. Tout ça, je vais vous montrer comment vous pouvez réaliser dans un certain test. Et puis, nous allons tester au quatrième point, le test de probabilité. C'est un test qui vous permet de voir si réellement les coefficients que vous obtenez peuvent être utilisés ou appliqués à l'ensemble des pays. Et puis, nous allons vous montrer comment vous pouvez alors estimer le modèle AFP aléatoire. Au niveau du sixième point, nous allons vous montrer qu'il existe plusieurs estimateurs et vous devez choisir ou indiquer exactement l'estimateur que vous avez utilisé, puisque tous les estimateurs ne conduisent pas au même résultats en termes de coefficients et en termes d'erreurs. Et puis, nous allons vous montrer comment vous pouvez tester aussi l'homoscédacité. Nous allons vous montrer les tests que vous pouvez utiliser pour tester l'homoscédacité, c'est-à-dire l'égalité de variance dans vos données. Et puis, au niveau du huitième point, nous allons vous montrer comment vous pouvez tester l'autocorrélation dans vos données, puisque quand il y a l'autocorrélation dans les résidus, ça veut dire que les résultats obtenus, les coefficients à calculer ne sont pas corrects, donc sont biaisés, donc vous pouvez faire une inférence erronée. Et puis, au niveau du neuvième point, nous allons vous montrer comment tester l'existence de l'interaction ou de la corrélation des séries ou de l'interdépendance des séries ou interaction des séries. Et puis, nous allons alors finalement vous montrer un modèle que vous pouvez utiliser lorsque vous avez trouvé qu'il y a des conditionnalités telles que l'autocorrélation, telles que l'homoscédacité ne sont pas respectées, ou quand vous trouvez qu'il y a l'interdépendance des données ou des séries. Alors, je vais vous montrer le modèle qu'il faut utiliser quand les conditions d'utilisation du modèle AFP aléatoire ne sont pas respectées. Donc voilà, les amis, c'est ça qu'on va voir dans cette vidéo. Et alors, c'est parti. Et pour faire justement la présentation, vous avez besoin de deux librairies. Vous avez besoin de cette librairie, donc les deux librairies que vous voyez ici. Je vais les exécuter pour que je puisse justement les utiliser. Et puis, cette option justement me permet d'avoir les chiffres en format standard au lieu que les chiffres soient en format scientifique. Cette commande que vous voyez ici, celle-ci me permet de renseigner là où j'ai stocké ma base de données. Je l'exécute. Et puis la commande qui suit, celle-ci me permet justement d'importer ma base de données pour que
je puisse travailler sur cette base de données, c'est ici. Voilà, je vais aussi l'exécuter ici. Et puis, je vais vous montrer la commande qui vous permet de réaliser justement la base de données de panel. Justement, c'est cette fonction-là. Ici, c'est là où je vais stocker ma base de données de panel. Ça, vous pouvez mettre n'importe quel nom, ça dépend de vous. Et puis ici, voilà, la fonction, c'est pdata.frame. Ça, c'est la base de données que j'ai importée. Ici, alors, je vais créer une autre colonne qui va indexer le pays et les années. Ici, c'est IA, c'est en anglais, ce sont les années. Alors, voilà, je vais exécuter cette commande et je vais vous montrer comment la base de données se présente. Je vous rappelle que la base de données est constituée par 416 observations parce que c'est 32 pays de l'Afrique subsaharienne multiplié par 13 années d'observation. Donc, voilà comment c'est cette colonne-là qui a été créée. Alors, je vais vous montrer la commande qui vous permet de réaliser les analyses statistiques telles que le comptage du nombre d'années, le nombre minimum, le nombre médian, le nombre moyen. Voilà, ça c'est le nombre maximum. Et puis ça c'est pour montrer le nombre minimum. Alors, je vais exécuter, stocker les résultats dans la statistique. Ça, c'est comme si dire les analyses statistiques. Ça, c'est le nom que j'ai donné. Au hasard, vous pouvez donner n'importe quel nom ici. Donc, je vais exécuter les commandes et stocker les résultats dans ST. Voilà. Je vais exécuter tout ça. Voilà, voilà. Ça, c'est pour faire des analyses descriptives. Mais j'ai fait une vidéo en rapport avec ça. Qui vous montre comment vous pouvez réaliser les analyses descriptives. Alors voilà, si je vais afficher les résultats, c'est cette commande-là, print. Ici, vous voyez que c'est là où je vais stocker les résultats. Mais ici, le n égale 32, c'est pour vous montrer que je vais afficher les résultats des 32 pays. La fonction round que vous voyez ici, c'est pour justement réduire les chiffres après la virgule. Ici, je vais garder justement des chiffres. Donc voilà le résultat de l'analyse descriptive. Voilà. Et comme vous le voyez ici, vous voyez que nous avons 32 pays. Ici, vous voyez que c'est 32. Donc, pour chaque pays, alors on calcule, on fait les analyses descriptives pour chaque pays. Par exemple, ça c'est le Bénin. Vous voyez, ça c'est le Bénin. Ça veut dire que ici, vous voyez, nous avons compté 13 périodes. Vous voyez, ça c'est le nombre de minimum. Ici, c'est le nombre la médiane. Ça c'est la moyenne. Ça c'est le nombre maximal, ça c'est la variance, ça c'est l'écart type. Alors, nous continuons avec les autres points. Et puis, alors, ici, je vais vous rappeler comment vous pouvez choisir entre le modèle AFP aléatoire et le modèle AFP fixe. Voilà, nous allons utiliser le test qu'on a utilisé dans la vidéo précédente. C'était le test de Hussman, celui-ci. Alors, voilà l'hypothèse nulle. C'est que le modèle préféré est le modèle aléatoire et nous allons rejeter cette hypothèse lorsque la p-value sera inférieure à 5% pour retenir justement l'hypothèse alternative qui dit que le modèle préféré est le modèle AFP fixe. Et pour y arriver justement, il faut réaliser les deux modèles et puis alors vous allez appliquer le test. Voilà, ici c'est le modèle AFP fixe que je réalise ici. Ici c'est le modèle AFP aléatoire ou random. Alors je vais appliquer ce test de Hussman. Voilà, je vais exécuter les deux modèles. Souvenez-vous que le C2 significativité retenu c'est de 5%. Alors, l'hypothèse du modèle aléatoire sera rejetée lorsque la p-value sera inférieure à 5%. Donc, voilà, vous voyez comme vous voyez, la p-value est inférieure à 5%. Donc, le modèle AFP aléatoire a été rejeté. Pour notre cas, pour analyser l'effet de l'inflation et l'effet du chômage si la croissance du PIB dans les 32 pays que nous analysons, nous allons utiliser, normalement, on devrait utiliser le modèle AFP fixe. Mais cette présentation, justement, c'est pour vous montrer comment vous pouvez valider le modèle AFP aléatoire si jamais l'hypothèse de n'a pas été projetée. Ici, c'est pour des fins de présentation. Sinon, dans la précédente vidéo, je vous ai montré comment vous pouvez tester le modèle AFP fixe ou Fixed Effect Model. Alors, voilà. Nous continuons à vous montrer comment vous pouvez valider votre modèle AFP aléatoire. Vous pouvez faire par exemple l'autre test que vous pouvez réaliser, c'est le test de probabilité pour voir si les coefficients que vous allez trouver peuvent être appliqués à l'ensemble des pays, puisque nous travaillons sur 32 pays ici. Alors c'est le test de probabilité. L'hypothèse de Niels, c'est que tous les coefficients retrouvés ou calculés peuvent être appliqués à l'ensemble des pays. Parce que chaque coefficient normalement montre la variation moyenne de la variable
dépendante, ça veut dire ici la variable dépendante c'est notre PIB, quand chaque variable indépendante augmente d'une unité. Ça veut dire quand le chômage augmente d'une unité et quand l'inflation augmente d'une unité. Est-ce que les résultats obtenus peuvent être appliqués à l'ensemble des pays? Est-ce qu'on peut dire que lorsque l'inflation varie d'une unité, donc le PIB va varier du coefficient qu'on va trouver? Voilà. Je vais alors appliquer ce test de probabilité. Vous voyez que je spécifie que le modèle est random. Regardez. Le test de probabilité. Voilà les résultats. Vous voyez les statistiques. Vous voyez la p-value. Vous voyez que la p-value n'a pas été, plutôt la p-value supérieure à notre essai de significativité de 5%. Donc, les coefficients qu'on va trouver dans notre modèle peuvent être utilisés ou peuvent être considérés qui peuvent être valides pour l'ensemble des pays. Alors, nous allons estimer dans le modèle à effet aléatoire ou random model. Donc voilà la commande, c'est PLM, Panel Linear Model, ça c'est notre variable dépendante, ce sont les variables indépendantes, chômage et inflation. Ici, vous voyez que nous travaillons sur la base de données que nous avons créée. Ici, nous spécifions le type du modèle qui est le modèle random. Ici, c'est juste pour visualiser les résultats. Je vais exécuter en même temps. Si vous avez suivi nos vidéos, je pense que vous avez déjà vu ça. Et déjà, je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et je vous invite aussi de bien partager nos vidéos pour permettre au grand monde d'apprendre. Parce que notre intention, c'est de pouvoir partager les connaissances pour permettre aux gens qui souhaitent apprendre de le faire. Donc voilà, ici, comme vous le voyez, le coefficient du chômage est un coefficient qui est négatif. Et il est significatif, vous le voyez ici, en termes de significativité. L'inflation aussi a un coefficient négatif. Ça veut dire quoi? Si le chômage augmente d'une unité, le taux de croissance du PIB va diminuer de moins 17. Si le taux d'inflation augmente d'une unité, le taux de croissance du PIB va diminuer de moins 0,25. C'est ça que ça signifie. Alors, le test de probabilité, justement, c'est de savoir si on peut généraliser ces résultats pour conclure que dans n'importe quel pays, quand l'inflation ou le chômage augmente d'une unité, la croissance du PIB va diminuer de ça pour l'inflation, plutôt pour le chômage, et de ça pour l'inflation. Celui-ci. Ça. Voilà. Ça, c'était la réalisation du modèle, mais on peut réaliser d'une autre façon le modèle. Donc, si vous utilisez cette commande, vous allez avoir le même résultat. Quand j'exécute, vous allez voir que nous avons le même résultat. Voilà. C'est juste une façon de vous montrer comment vous pouvez réaliser autrement le modèle. Alors, maintenant, nous allons voir les différents estimateurs du modèle. Donc, il existe plusieurs estimateurs du modèle et quand il faut rédiger votre méthodologie, quand vous voyez que nous sommes dans la partie recherche, il faut spécifier l'estimateur que vous avez utilisé. Par défaut, normalement, c'est cet estimateur SWAMI and Alora qui est utilisé par défaut. Mais on va voir qu'il y a d'autres estimateurs comme Wallace and Hussein, il y a Amemia from Amemia, il y a Nellove from Nellove, il y a aussi Houseman, Taylor, Type, Instrumental Variable. Voilà. Alors, je vais justement vous montrer comment vous pouvez utiliser ces différents estimateurs. Voilà. Donc, en fait, il faut spécifier le type d'estimateur ici. Vous voyez que c'est random.method, mais on spécifie l'estimateur des paramètres qu'on veut utiliser. Donc, si je fais comme ça, vous allez voir que le résultat, normalement, est égal à celui qu'on vient de trouver, puisque par défaut, normalement, dans la librairie PLM ou Panel Linear Model, c'est par défaut que celui-ci qui est utilisé. Donc, voilà. Je vais exécuter les autres estimateurs. Regardez. Voilà, je change ici. À Memia. Je l'exécute. Regardez. Voilà. Voilà, quand vous regardez, surtout, il faut regarder au niveau des coefficients. Vous voyez que cette fois-ci, le coefficient, avant c'était autour de moins 17. Ici, vous voyez que c'est 18. Cette fois-ci, regardez, c'était autour de 17. Mais maintenant, il devient, regardez, c'est autour de 0,17.
vous voyez, moins 0,17, mais vous voyez qu'avec Anemia, c'est moins 18, 0,18. Je vais utiliser Wallows, celui-ci, et vous allez voir toujours en termes de coefficient comment ça va varier. Regardez. Voilà, le coefficient ici, comme vous le voyez ici, c'est autour de 0,17. Vous voyez ici. Je vais utiliser l'autre estimateur de Nearlove. Et vous allez voir le coefficient, comment il va varier. On regarde toujours justement notre coefficient. Vous voyez que ça devient maintenant moins 0,19. Moins 0,19. On va faire l'autre estimateur HT. Voilà, vous allez voir. Mais je vais exécuter les coefficients pour pouvoir les comparer ensemble. Allez voir. Ici, vous voyez finalement que c'est moins 18. Donc, voilà. Je vais visualiser les coefficients justement pour vous montrer la différence, pour pouvoir bien voir la différence. Donc, vous voyez que je récupère les coefficients pour tous les modèles que je viens de réaliser. C'est justement pour vous donner une idée sur la variabilité des estimés, des coefficients estimés. Et c'est pourquoi je vous dis que dans votre méthodologie, vous devez spécifier quel est l'estimateur que vous avez utilisé. Ici, voilà, avec le premier modèle, vous voyez que c'est moins 17. Voilà, ici c'est moins 18. Ici, vous voyez que c'est 17. Vous voyez que celui-ci est presque la même chose que celui-ci. Vous voyez ici que c'est moins 18. Ici, plutôt 19. Ici, vous voyez que c'est moins 18. Donc, vous voyez que celui-ci est proche de celui-ci. Donc, c'est la même chose que celui-ci. Apparemment, c'est la même chose. Donc, voilà. Je continue. C'est toujours, vous interpellez à bien indiquer le paramètre que vous avez utilisé pour estimer votre modèle à effet aléatoire. Maintenant, nous allons tester, faire le test d'homoscédasticité. Et c'est l'hypothèse de Ney, c'est qu'il n'y a pas, plutôt qu'il y a l'homoscédasticité. Donc voilà, nous allons faire ça avec la librairie LMTest. Je vais réaliser ça. Je vais essayer de supprimer tout ça pour que ça soit bien lisible. Voilà, voilà les commandes. Ça, c'est notre variable indépendante. Les variables indépendantes, c'est notre base de données. Voilà, je vais exécuter pour voir s'il y a la constante de la variance autour de deux variables. Donc, vous voyez que ça n'a pas été, l'hypothèse n'a pas été projetée d'homogénéité ou d'homoscédasticité. Donc, voilà, l'autre test qu'on doit réaliser, c'est le test d'autocorrélation. Si je vous ai dit que quand les données sont, il y a l'autocorrélation dans les résidus, ça veut dire que les résidus contiennent de l'information. Donc, les coefficients calculés ou les erreurs ne sont pas corrects. Donc, quand vous utilisez vos résultats sans toutefois tenir compte de ces analyses, vous risquez de tirer des conclusions qui ne sont pas correctes. Donc, voilà. Avec le test de Brecht-Godfrey ou Waldrich, nous allons tester l'autocorrélation dans notre modèle. Voilà, donc vous voyez que je réalise le modèle. C'est le modèle random ou le modèle à effet aléatoire. Et puis, je vais appliquer le test. Donc, je vais exécuter en même temps. Regardez. Est-ce qu'il y a l'autocorrélation des résidus? Non. Vous voyez que oui, il y en a. Puisque vous voyez que la p-value est inférieure à 5%. Vous voyez, ici, l'hypothèse était qu'il n'y a pas d'autocorrélation. Il n'y a pas d'autocorrélation. C'est ça l'hypothèse Ney. Mais la p-value est inférieure à 5%. Ça veut dire qu'en réalité, dans notre modèle, il y a l'autocorrélation des résidus. Donc voilà, ça c'est la première analyse à réaliser. On peut utiliser justement d'autres tests. Donc le test de Bartaghi-Eli. C'est un autre test qui peut être utilisé pour tester l'autocorrélation. Vous voyez, l'hypothèse de Ney, c'est qu'il n'y a pas d'autocorrélation des erreurs. Ici, je vais justement exécuter directement. On va voir. Vous voyez que l'hypothèse de Ney est toujours qui dit qu'il n'y a pas de null of serial uncorrelated errors. Donc, les erreurs ne sont pas corrélées. Vous voyez que toujours l'hypothèse de Ney a été rejetée. Vous voyez la p-value. Vous voyez, donc il y a de l'autocorrélation. On peut tester si on devrait travailler sur le modèle différentiel, le modèle de première différence pour voir si lui il serait, il y aurait de l'autocorrélation ou pas. Ça c'est le modèle, le test sur la première différence. Donc voilà, si la série différenciée. Voilà, dans la série différenciée il n'y a pas. Donc vous voyez que c'est
Woodrich is first difference test for serial correlation in panels. Donc, vous voyez que la première différence, il n'y a pas, dans la première différence, il n'y a pas d'autocorrélation. Alors, nous allons tester alors le testing for cross-sectional dependence in panels with PESRAN. Donc, nous allons tester l'existence de l'interdépendance ou de l'autocorrélation entre les séries ou entre les pays, les données des pays. Voilà, c'est ça qu'on va faire. C'est un autre test qu'il faut réaliser. Je vais réaliser le premier test. Vous voyez, ça c'est le modèle d'abord. Je vais d'abord réaliser le modèle et puis alors je vais vous montrer deux façons de tester cela, cette interdépendance, en utilisant différentes approches. Voilà, la première approche c'est celui Blesch-Pagan for cross-sectional dependency in panels. Donc voilà, cette option, je vous ai déjà expliqué ça. Vous voyez, l'hypothèse c'est qu'il n'y a pas de cross-sectional dependency. There is no cross-sectional dependency. Voilà, je vais exécuter pour voir le résultat. Est-ce que l'hypothèse nulle est maintenue ou pas? Voilà, l'hypothèse nulle d'absence de cross-sectional dependency a été rejetée. Donc, ce qui conduit justement à tirer des conclusions erronées si on n'utilise pas un modèle plus puissant. Ça, c'est vous voyez que c'est le Blesch-Pagan, le premier test. Je vais utiliser l'autre test de celui-ci, de PESRAN. Je vais faire ça, regardez, PESRAN. Voilà, avec le test de PESRAN, c'est CD, Test for Cross-Sectional Dependency in Panels. Vous voyez qu'il a aussi le test d'absence de dépendance a été projeté. Voilà, alors puisqu'il y a l'autocorrélation et l'autodépendance, on va utiliser le modèle General Feasible Generalized Least Square qui est utilisé lorsqu'il y a un problème de mosquédacité et il y a un problème d'autocorrélation aussi et un problème de dépendance. Donc, c'est ce modèle-là, cette fois-ci, qui est puissant, qui est recommandé dans notre cas. Mais souvenez-vous, je fais tout ça pour des faits de démonstration, puisque si on applique le test de choix du modèle entre le modèle à effet fixe et le modèle à effet aléatoire, nous avons conclu que pour notre cas, on devrait utiliser le modèle à effet fixe. Mais ici, je fais juste au cas où le modèle choisi était le modèle à effet aléatoire pour vous montrer comment vous pouvez valider votre modèle pour le cas de nos données. C'est pourquoi quand vous faites les analyses, vous devrez alors respecter la procédure et voir toutes les étapes qu'il faut respecter. Donc voilà, avec ce modèle, vous voyez que vous voyez que la commande est celle-ci. Vous voyez ça, c'est la variable dépendante, variable indépendante, notre base de données et le type du modèle. Ce type de modèle peut être utilisé aussi quand vous utilisez le modèle à effet fixe, within ou pour le modèle. Ça peut être utilisé. Donc voilà, je vais exécuter et vous donner un résumé. Et on va voir si réellement les variables que nous avons trouvées qui étaient statistiquement significatives, on va voir si toujours ces variables sont statistiquement significatives. Donc voilà. Voilà les résultats du modèle. Si on applique le modèle qui est le plus puissant, qui est capable de traiter les problèmes d'autocorrélation, et aussi les problèmes de dépendance et aussi les problèmes de mosquédacite. Donc voilà les résultats finalement estimés. Si on devrait alors utiliser, reporter ou donner le rapport, on devrait reporter ces coefficients. Ça veut dire ici que ça signifie quoi? Quand le chômage augmente d'unité, le taux de croissance du PIB va diminuer de moins 17, etc. Vous voyez que c'est moins 17, c'est en 9. Quand l'inflation augmente d'unité, le taux de croissance du PIB dans les pays de l'Afrique subsaharienne va diminuer de moins 0,025. C'est ça que ça signifie. Donc voilà les amis, c'était juste vous montrer comment vous pouvez tester votre modèle à effet aléatoire si vous avez choisi d'utiliser ce modèle ou l'un de modèles. Donc je pense que cette vidéo va vous aider à améliorer la façon dont vous pouvez réaliser des analyses, surtout dans le cadre de recherche, surtout que les données de panel sont largement utilisées dans les recherches. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite de la liker, de la partager et vous de lâcher le pouce bleu et rester connecté à notre chaîne et pour ne pas rater les prochaines vidéos. À la prochaine vidéo, bye!